monsieur, bonjour et bienvenue aux 12h de ce 28 novembre. À la une de l'actualité, la conférence ministérielle africaine sur la production locale de médicaments se poursuit à Alger. Alors que le produit national est exposé en parallèle au Salon international de la santé avec une participation importante des entreprises locales. Nous parlerons également du laboratoire de bioéquivalence 3 de Saïdal, un outil stratégique pour renforcer la qualité. Perte de documents, lancement d'une plateforme numérique pour les déclarations en ligne. Il s'agit de simplifier les procédures aux citoyens et permettre à la DGSN de traiter le nombre important des signalements qui ont atteint les 1,3 million l'an dernier. Au Maroc, la colère populaire ne faiblit pas entre manifestations répétées et pour un meilleur niveau de vie. Et des familles dénoncent également la spoliation de leurs biens par les autorités elles-mêmes. Le pays fait face à une situation sociale et humanitaire de plus en plus explosive. Et les crimes sionistes se poursuivent en Cisjordanie et les forces de l'occupant attaquent régulièrement des Palestiniens, faisant de nombreuses victimes. Les images insoutenables d'un assaut à Jenin révoltent la toile. Par ailleurs, l'entité sioniste viole fréquemment le cessez-le-feu en bombardant la ville de Raza. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Avant de développer ces titres, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Lounès Magraman, a présidé conjointement avec la vice-ministre des Relations extérieures de la République du Chili, Gloria de la Fuente, et les travaux de la 6e session des consultations politiques algéro-chiliennes. Ces discussions ont permis d'évaluer l'état des relations bilatérales entre les deux pays, ainsi que d'examiner les moyens à même de les promouvoir à tous les niveaux, notamment sur les plans économiques et commerciaux. Par ailleurs, les deux parties ont échangé leurs points de vue sur plusieurs questions internationales et régionales d'intérêt commun. Au premier rang, l'évolution de la situation dans les territoires palestiniens, la question du Sahara occidental ainsi que les questions multilatérales, y compris l'environnement et la réforme de l'Organisation des Nations Unies. Je le disais en titre sous le haut patronage du président de la République, Ahmed Tebboune, la conférence ministérielle africaine sur la production locale de médicaments et les technologies de la santé se poursuit pour le deuxième jour consécutif. Un événement sous le thème « Une industrie pharmaceutique locale pour une Afrique intégrée et forte ». Aujourd'hui, experts et spécialistes et acteurs du secteur animent différents ateliers sur l'importance de l'innovation et le transfert de technologies, le développement des agents actifs au niveau continental et l'amélioration de la réponse face aux pandémies et épidémies. Lors de la cérémonie d'ouverture hier, le président de la République a adressé un message aux participants, lu par le Premier ministre, dans lequel il a exposé les réalisations et les acquis de l'Algérie dans l'industrie pharmaceutique. Puis assurer une disponibilité, une couverture suffisante en matière de médicaments dans le continent africain. Le défi important et stratégique de cette conférence, cela passe par renforcer la production locale africaine en multipliant les investissements et les mécanismes de soutien. L'exemple algérien pourrait bien être édifiant, selon les experts et spécialistes présents à la conférence. Compte rendu de la Oufhamouche. Pour la première fois, ministres, experts et industriels du continent africain se réunissent à Alger pour affronter un défi majeur, produire en Afrique des médicaments. Un tournant stratégique et une rupture avec des années de dépendance. À Alger, le message est clair. Cette vulnérabilité doit cesser. Et l'Algérie, forte d'une industrie qui couvre déjà plus de 80% des besoins nationaux, encourage l'Afrique à faire de même. Cette conférence marque une étape déterminante. L'Afrique doit désormais produire une partie essentielle de ses médicaments sur son propre sol. L'Algérie expose son expérience industrielle, ses capacités et ses plateformes technologiques pour renforcer la souveraineté pharmaceutique du continent. La souveraineté pharmaceutique africaine n'est pas un rêve inaccessible, compte tenu de la richesse humaine et des capacités scientifiques et économiques dont dispose le continent. Pour devenir un pôle pharmaceutique mondial, la réalisation de cet objectif exige une coordination étroite entre les États, la dynamisation des mécanismes régionaux de coopération, en sus de la création de centres de production pharmaceutique à dimension continentale. En effet, l'Algérie ne veut pas seulement partager son expérience. L'objectif est de bâtir une stratégie africaine commune, comme renforcer les capacités industrielles et multiplier les partenariats sud-sud. Autrement dit, créer une chaîne de valeur pharmaceutique africaine, de la molécule au médicament fini, une souveraineté sanitaire pensée par l'Afrique pour l'Afrique.
Dans la construction d'un écosystème d'indépendance et de souveraineté, il est important que nous ayons des champions, que nous ayons des leaders pour que l'accès aux produits de santé pour notre continent soit une réalité et non plus un agenda. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes là et nous sommes satisfaits de voir que l'Algérie joue le rôle qui est le sien pour déjà produire les médicaments, les rendre disponibles pour l'ensemble du continent africain et faciliter également les échanges entre les pays du continent. C'est l'exemple. Et qu'est-ce qui ne permet, pourquoi pas l'Algérie? Pourquoi l'Algérie ne viendrait pas s'installer, produire au Sénégal pour une consommation non seulement au Sénégal, mais aussi partout en Afrique? Et nous profitons aussi de remercier l'hospitalité de nos frères algériens qui nous ont bien accueillis. Et l'Algérie n'a pas été choisie par hasard par l'Organisation mondiale de la santé pour cet événement, parce que nous sommes tous bluffés. 82% de la consommation locale de médicaments. Puisque nous ne nous plaçons pas comme concurrents et exportateurs purs et durs de produits pharmaceutiques, mais nous tendons la main à tous les pays africains qui aujourd'hui connaissent un retard dans la fabrication et dans l'implantation d'une production locale, à avoir leur autonomie et à fabriquer eux-mêmes leurs produits. Au terme des travaux, une déclaration d'Alger doit poser les bases d'une industrie pharmaceutique continentale résiliente. Une étape majeure vers une Afrique plus autonome dont la production de médicaments est mieux préparée aux futures crises sanitaires. Et en marge de cette conférence, un salon africain de la production pharmaceutique se tient au Palais des Expositions. De nombreuses entreprises locales y prennent part avec le but de faire connaître leurs produits et conclure de nouveaux partenariats au niveau continental. Le Salon international de la santé et du tourisme médical enregistre sa 3e édition cette année. Compte rendu de Badia Marti. Présenter leurs produits et partager leurs expériences figurent parmi les principaux objectifs des entreprises participantes au Salon international de la santé et du tourisme médical. Des produits pharmaceutiques de qualité y sont exposés, témoignant d'un savoir-faire algérien de plus en plus reconnu dans cette filière. Les exposants mettent également à la disposition des professionnels de la santé des équipements à la pointe de la technologie, soulignant ainsi la volonté d'accompagner l'évolution du secteur. Saïdal dispose actuellement d'une très large gamme de produits composés de 245 médicaments divisés sur 22 classes thérapeutiques. Nous œuvrons actuellement à produire des médicaments innovants, notamment pour le traitement des cancers. Notre domaine de choix est le diabète. Nous avons 2 produits. Nous avons Safe EQ Plus, c'est le lecteur de glycémie le plus fiable actuellement en Algérie, le plus précis, avec plusieurs avantages, qui est l'option Voice. Plus, vous avez ICAN i3, qui est un système d'autosurveillance glycémique sans piqûre. On le place sur le bras ou l'abdomen à partir de l'âge de 2 ans, qui dure 15 jours. Et qui nous donne une glycémie chaque 3 minutes. On vient d'ouvrir la 3e unité de production qui ne fait pas du pharma, elle fait un produit qui est l'ampoule en verre à double pointe. On est les premiers en Algérie à la fabriquer. On a fait une exposition de tout ce qui est matériel d'ophtalmologie. Donc on a par exemple les OCT, c'est pour faire l'exploration, les rétines pour faire l'exploration de la rétine. On a par exemple des calculateurs d'implants pour faire les calculs d'implants afin de programmer les patients pour leur chirurgie de cataracte, chirurgie réfractive. Les entreprises présentes sont également en quête de nouvelles opportunités d'affaires et ambitionnent de renforcer leur position sur les marchés internationaux où les produits pharmaceutiques algériens gagnent en notoriété grâce à la qualité et à leur compétitivité. D'ailleurs, le groupe Saïdal, qui commercialise déjà ses produits dans plusieurs pays à travers le monde, compte exporter le savoir-faire algérien, notamment en Afrique. Nous sommes aussi ouverts sur le continent africain, non seulement pour l'exportation de nos produits, mais pour accompagner les pays qui souhaitent développer une industrie pharmaceutique locale à le faire à travers un transfert de savoir et de technologie. Leader de production de gaz médicaux, les gaz industriels et les gaz agroalimentaires. Grâce aux orientations et les directions de Monsieur le Président Abdelmajid Tebboune, on a pu exporter nos gaz vers pas mal de pays en Europe et en Afrique, notamment le gaz rare, l'argon liquide et bien sûr le gaz protoxyde d'azote qui peut être utilisé dans le secteur agroalimentaire. Nous exportons nos produits à travers le monde et nous avons 25 partenariats
Et nous sommes présents aujourd'hui au Cleanvest Expo 2025 justement pour avoir des nouveaux partenariats internationaux. L'industrie pharmaceutique en Algérie a franchi un cap important et poursuit son développement grâce au soutien de l'État et à une politique clairement orientée vers l'accompagnement des opérateurs économiques dans ce secteur stratégique. Ces efforts ont permis de réduire la facture des importations et d'augmenter le volume des exportations. La production pharmaceutique doit impérativement être aux normes internationales. Pour ce faire, Saïdal s'est doté l'an dernier du premier laboratoire de bioéquivalence 3, un outil stratégique qui permet désormais de tester et certifier les médicaments produits dans le pays. Une étape décisive pour renforcer la qualité et réduire les coûts, nous dit Anis Aïd Qassem dans son reportage. Ici, chaque jour, une mission se joue, garantir la sécurité et l'efficacité des médicaments de demain. C'est le premier centre de bioéquivalence en Algérie. Donc, il faut savoir que nous avons déjà réalisé 3 études de bioéquivalence. Et au cœur de cette mission, les volontaires. Donc, le volontaire, qu'est-ce qu'il va bénéficier? Il va bénéficier d'une prise en charge totale le jour de l'étude, d'accord? Donc, il va avoir un bilan général, il va bénéficier d'un bilan général radiologique et sanguin. Il va avoir bien sûr une indemnisation financière selon le produit. Tout commence simplement dans la salle d'attente, là où chacun fait le choix d'aider la recherche. Je suis là en tant que volontaire pour l'étude de bioéquivalence qui se déroule à l'Oussendé. J'ai appris pour les études de bioéquivalence dans une journée de sensibilisation qui s'est tenue à la foire d'Alger. J'étais intéressé, j'ai trouvé ça que c'était très intéressant, que c'est un moyen de faire avancer la science en Algérie. Une fois l'étude débutée et que les volontaires sont répertoriés sains, les tests s'enchaînent selon les médicaments. Les observations peuvent durer jusqu'à 72 heures. Une fois le volontaire est sélectionné ou on a confirmé qu'il est en bonne santé, il sera hébergé à notre établissement à l'Oussendé pendant une période. Tout dépend du protocole et le médicament qui va être administré. Dans la pharmacie de l'unité, les médicaments génériques attestés sont préparés et prodigués par des médecins pharmaciens dans un cadre strict et sécurisé. En parallèle, le data manager vérifie chaque chiffre, validation, contrôle, sécurisation. Ici, aucune donnée n'avance sans preuve. Sur la base de ce protocole que l'étude va être menée par l'investigateur principal. Donc nous, c'est la faisabilité, le protocole, l'analyse et le rapport. Juste après la collecte, le laboratoire entre en jeu, équipé de technologies innovantes, analyse automatisée et spectrométrie de pointe. Ces moyens accélèrent l'analyse et améliorent la précision. En utilisant des techniques de pointe, c'est la LC-MS. Donc une fois que les méthodes sont prêtes, validées, à ce moment-là, on peut prendre en charge l'analyse en routine de tous les échantillons des volontaires issus des études de bioéquivalence. Equival Biocenter marque une étape décisive, sécuriser nos traitements, soutenir notre économie et préparer l'avenir. Le centre de bioéquivalence a réalisé à ce jour 3 études de bioéquivalence, dont les résultats déjà de la première étude sont tombés. Il s'agit d'un antibiotique donc, de groupe Saïdal qui a montré une bioéquivalence à 98-75% par rapport à un produit de référence, ce qui dénote de la bonne qualité des médicaments fabriqués en Algérie. Et de la même occasion, je profite pour lancer un appel aux laboratoires nationaux pour se rapprocher du centre de bioéquivalence pour leurs besoins en études de bioéquivalence qui sont des études obligatoires pour l'enregistrement de leurs produits, soit à l'échelle nationale ou aussi à l'international pour exporter et pour avoir plus de visibilité. Et tout cela n'existerait pas sans l'engagement des volontaires. Grâce à eux, la médecine avance en sécurité, une avancée scientifique et un acte de souveraineté.
Et cette autre bonne nouvelle, il est désormais possible de faire sa déclaration via le net en cas de perte de documents. Cela se passe sur une plateforme numérique lancée hier par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et des transports. Il s'agit de simplifier les procédures aux citoyens et permettre à la DGSN de mieux traiter le nombre important des déclarations enregistrées chaque année. En 2024, elles ont atteint 1,3 million. Nesrine Dahman et Meïch Bout. Le site officiel de la Sûreté s'enrichit aujourd'hui d'une toute nouvelle plateforme numérique dédiée à la déclaration en ligne de la perte de documents officiels, un service modernisé accessible non seulement aux citoyens mais aussi aux étrangers en visite ou en séjour en Algérie, qui n'auront désormais plus besoin de se déplacer jusqu'au commissariat. Le principe est simple. L'usager remplit un formulaire en ligne, valide ses informations et confirme son numéro de téléphone. Après l'acceptation de la déclaration, les services de police procèdent à l'examen du dossier. Le citoyen reçoit ensuite une attestation de perte signée électroniquement sur son adresse e-mail. Une fois le formulaire rempli et les données téléchargées, les services de la Sûreté nationale vérifient l'exactitude des informations avant de valider définitivement la déclaration. Les différentes administrations pourront vérifier l'authenticité de ces documents grâce à un service de sécurité en ligne ou via une interface API dédiée aux institutions publiques. Ce système leur permet de confirmer en temps réel si l'attestation a bien été émise par la plateforme officielle. Cette initiative s'inscrit pleinement dans la stratégie nationale de numérisation des services publics. Elle vise à simplifier et à alléger les démarches administratives pour une meilleure qualité des services publics. Dans un contexte d'accélération du virage numérique, cette nouvelle plateforme renforce l'écosystème digital et confirme son engagement à offrir un service public plus accessible, plus simple et plus proche du citoyen. Dans le cadre de la concrétisation des activités de coopération militaire bilatérale algéro-tunisienne au titre de l'année 2025, le commandant des forces navales, le général-major Mahfoud Ben Meddah, a supervisé hier la corvette lance-missile Raïs Hassan Barbiar, numéro de bord 807 au niveau de la base navale d'Alger, première région militaire. Yann Saïd El-Qassem. Dans le cadre de la concrétisation des activités de coopération militaire bilatérale algéro-tunisienne au titre de l'année 2025, le commandant des forces navales, le général-major Mahfoud Ben Meddah, a supervisé hier la corvette lance-missile Raïs Hassan Barbiar, numéro de bord 807 au niveau de la base navale d'Alger, première région militaire, et ce avant son départ pour prendre part à l'exercice naval conjoint Morjan 2025, organisé par le commandement des forces navales algériennes en partenariat avec l'armée de mer tunisienne durant la période du 2 au 8 décembre 2025 dans la zone maritime nord de la Tunisie. Cet exercice vise à consolider la coopération opérationnelle conjointe dans les domaines de la surveillance et la sécurité maritime, la surveillance des frontières maritimes et le renforcement de la coordination bilatérale dans la lutte contre les actes illicites en mer, ainsi que le développement des capacités des personnels et des unités à travers l'exécution de manœuvres tactiques englobant les opérations de l'interdiction maritime et les exercices de recherche et de sauvetage. Cet exercice est également une opportunité pour l'échange d'expériences et la coordination des efforts communs dans la lutte contre les menaces non conventionnelles en mer. À travers cette activité, les forces navales confirment leur détermination permanente à consolider la coopération bilatérale avec les partenaires territoriaux et le développement des capacités opérationnelles de ces unités dans la perspective de renforcer la sécurité dans l'espace maritime des deux pays.
Au Maroc, la colère populaire ne faiblit pas entre manifestations répétées pour un meilleur niveau de vie, des familles dénonçant la spoliation de leurs biens par le Marzen lui-même et une crise de l'eau qui assèche des villages entiers. Le pays fait face à une situation sociale et humanitaire de plus en plus explosive. Yassinia Hassini et Mariam Damis. Dans les ruelles étroites de ce quartier en ruine, la misère saute aux yeux. Des familles entières tentent de survivre sous des toits qui menacent à tout moment de s'effondrer. Les murs fissurés, les pierres qui se détachent, tout ici raconte l'histoire, celle d'un abandon qui dure depuis des années. Chaque bâtisse qui s'affaisse rappelle l'indifférence d'un système face aux souffrances des Marocains. Ils sont arrivés à 21h, sans le moindre avertissement. Ils nous ont annoncé que demain, nos maisons allaient être démolies. Ils sont venus nous dire de quitter nos maisons car ils allaient tout détruire. On va se retrouver dans la rue. C'est une véritable humiliation. Près de 4000 familles ont été jetées à la rue, sans solution ni protection. Des enfants et des familles entières se retrouvent désormais confrontés à une pauvreté imposée et ce chiffre ne représente qu'une fraction d'une misère beaucoup plus vaste. Ils ont détruit leur maison. Cette pauvre femme est morte de chagrin. Ils sont même venus s'en prendre à ce petit abri. Regardez dans quelle situation désastreuse ces familles se retrouvent aujourd'hui. C'est la réalité du Maroc aujourd'hui. Un État qui semble accorder plus d'importance à son image et à ses apparences qu'à la protection et le bien-être de ses citoyens. L'ouverture de la 49e conférence européenne de coordination du soutien au peuple sahraoui. En ce moment, à Paris, une édition marquée par la présence du Premier ministre sahraoui Bouchra Hamoudi Bayoun, venu rappeler devant la presse internationale que le peuple sahraoui demeure le seul détenteur légitime du droit à décider de son avenir. Au centre des débats, la résolution 2797 du Conseil de sécurité adoptée le 31 octobre dernier. Les intervenants ont tenu à dissiper toute confusion. Cette résolution ne reconnaît ni souveraineté marocaine, ni le plan d'autonomie communique issu. Le COCO rappelle à Paris que seule une solution conforme au droit international peut ouvrir la voie à une paix juste et durable. Et les crimes sionistes se poursuivent partout en Palestine. En Cisjordanie, les forces de l'occupant attaquent régulièrement des Palestiniens. Les assauts de nombreux civils sont blessés et tués et interpellés. Les images insoutenables de ces attaques sont largement relayées sur la toile, comme dernièrement celle de l'assassinat de l'attaque de deux jeunes Palestiniens au camp de Jenin. Mariam Damis. C'est une vidéo qui fait froid dans le dos, montrant une exécution sommaire de 2 Palestiniens par l'occupant sioniste. On y voit 2 civils avancer lentement, les bras levés, clairement en signe de reddition, les soldats sionistes leur ordonnant alors de s'allonger au sol. Quelques instants plus tard, les tirs retentissent, les 2 Palestiniens s'écroulent à terre et une pelleteuse termine le travail et fait tomber le rideau métallique sur eux, les aplatissant carrément. Il s'agit de Montasser Billah Mahmoud Abdullah et Youssef Ali Assassa, âgés respectivement de 26 et de 37 ans. Les vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux et reprises par des chaînes de télévision, y compris sionistes, montraient que les 2 hommes étaient bel et bien désarmés. Ces exécutions documentées près du camp de Jenin sont qualifiées de crimes de guerre par les organisations des droits humains. Elles s'ajoutent également à de nombreuses violations graves dans les territoires occupés. Alors que les opérations meurtrières se poursuivent toujours à Gaza, qui connaît un génocide sans précédent. D'ailleurs, l'organisation Amnesty International a affirmé que le génocide des Palestiniens commis par l'entité sioniste à Gaza se poursuit sans relâche, malgré le prétendu cessez-le-feu. La situation humanitaire continue de se détériorer, les familles entières survivent avec très peu de nourriture, l'accès à l'eau potable est presque inexistant, les enfants souffrent de malnutrition sévère, tandis que les convois d'aide peinent toujours à entrer dans l'enclave.
Et l'armée sioniste a mené des attaques dans le sud de la Syrie ce matin, faisant 10 morts, dont des femmes et des enfants, tandis que d'autres restent coincés sous les décombres. Une incursion a d'abord eu lieu dans la localité de Beit Jnin par les forces de l'occupant qui ont kidnappé 3 personnes du village avant de le bombarder à l'artillerie et au drone. La veille, l'entité sioniste avait également fait des victimes en bombardant une nouvelle fois le sud du Liban, pays avec lequel une trêve, un cessez-le-feu est en vigueur. Journée d'études sur la création d'un système national intégré de prévention contre les risques liés à la drogue organisée. C'était hier, sous la présidence du ministre de la Justice. Le garde des Sceaux a rappelé que l'État ne ménagera aucun effort ni outil pour faire face à ce fléau qui menace la sécurité nationale. Anis Chir, Mariam Damis. Grâce à la loi 2503 relative à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicite de stupéfiants psychotropes adoptée cette année, les pouvoirs publics renforcent les moyens de lutter vigoureusement contre ce fléau. Un plan national de prévention des drogues et des psychotropes sous 3 mots d'ordre: prévention, prise en charge et protection. Prendre des mesures et des dispositions permettant nos soins au sein des établissements scolaires et éducatifs, des centres de formation et des universités, pour permettre un dépistage préventif avec l'accord des parents ou des tuteurs légaux, ou si besoin l'intervention du juge des mineurs. Le durcissement des peines pénales qui peuvent aller jusqu'à la peine de mort dans le cas de la substance concernée provoque le décès d'une personne ou porte atteinte à la santé publique. Cette campagne intersectorielle s'étendra de 2025 à 2029. Elle prône le durcissement dans la lutte contre les trafiquants, le renforcement des dispositifs de prévention et l'accompagnement des personnes vulnérables. On a rassemblé les responsables des unités d'enquête au niveau des juridictions du pays afin de présenter les axes de la stratégie et de la mettre en œuvre sur le terrain sur l'échelle locale et nationale. Au programme, 236 opérations de prévention sont prévues, 30 opérations dans le volet de la prise en charge, le soin et la réinsertion des dépendants, 25 opérations dans le cadre de la lutte et de la répression du trafic de drogue et des produits psychotropes et 21 opérations en ce qui concerne la coopération internationale. Un mot de sport et football pour terminer avec le tirage au sort des 32e et 16e de finale de la Coupe d'Algérie effectué hier. Plusieurs affiches attendues entre pensionnaires de la Ligue 1. Le MCO et l'ESM s'affronteront dans un derby de l'Ouest. Le MCA accueillera la Lanterne Rouge, le MC El Beyed, et l'USM Khenchela sera opposé au MB Ruisset. Détenteur du trophée, l'USM Alger se rendra chez le NC Magra où la tâche ne sera pas facile. Et puis le finaliste de la dernière édition, le Serbe Belouizdad, croisera le fer avec le RB Oued El Fodda qui évolue en interrégion. Les 32e de finale se joueront les 4, 5 et 6 décembre, alors que les 16e de finale auront lieu le 11, 12 et 13 janvier 2026. C'était là la dernière information de notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente journée sur Canal Algérie.